Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous avez demandé la crème de la crème, ne quittez pas, on vous les passe tout de suite. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Bah oui, bien sûr, je parle pas de nos vraies voix. On est bien d'accord. Parce qu'attention, la crème, ça retombe très vite, hein, ce qui n'est pas leur cas. Eux, ils sont quand même en légèreté, en hauteur, en grandeur. C'est hallucinant, non mais c'est dingue. Ça va, vous êtes en train de manger un truc, non? Non, on ne peut plus faire cette émission. Ouais, on peut plus parce que les victuailles arrivent toutes les semaines. Oui. Là maintenant, on a des fraises. Des fraises, jolis fruits label rouge qui sont un délice. On remercie Paysans du 47. Oui, non, mais Paysans, elles sont arrivées aujourd'hui. Il a un prénom quand même, j'espère. Paul. Pourquoi vous l'insultez en disant Paysan? C'est son Twitter. C'est son pseudo. Paul, c'est pas possible. Alors le Paul, il faut arrêter parce que nous avons des chaises. Bientôt, il nous faudra des bancs pour nous asseoir. Tellement on sera là. Comme à l'Assemblée nationale. Au moins on a des raisons de venir. Oui, parce que pour le reste, vraiment, être obligé de se supporter ces deux-là pendant 2 heures, franchement, qu'est-ce que c'est lourd. C'est marrant, on disait la même chose de vous. Mais je suis d'accord avec vous, on s'aime pas, c'est tout, voilà, on s'aime pas, il faut assumer. Pas beaucoup, on se tolère. Allez, on y va. Remercie encore Paul. On l'embrasse. Allez, au sommaire de cette émission, des choses importantes. La grève et les manifestations mettent-elles en danger nos petits commerçants? Déjà mis à mal par le Covid et l'inflation, nos petits commerçants sont les premiers touchés par les manifestations. Vitrines cassées, façades endommagées et manque à gagner sur les chiffres d'affaires. Pour leur sécurité, de nombreux commerçants sont contraints de fermer leurs portes pendant les grèves, Philippe. Oui, Cécile. Selon l'Alliance du commerce, le chiffre d'affaires des commerçants français a reculé de 20 à 30% lors de la dernière journée de mobilisation. Alors, est-ce que vous êtes petit commerçant? Vous souffrez beaucoup de ces mobilisations? Vous perdez beaucoup de chiffre d'affaires? Voire on vous a même saccagé votre vitrine, votre devanture? Ou alors vous dites, écoutez, tant pis, c'est la loi de la manifestation. On vous attend au 0826. J'ai oublié la fin, Cécile. À 300. C'est merci. Et à la question, les grèves de manifestation mettent-elles en danger nos commerçants? Vous dites oui à 35%. Ah bah dis donc. À 18h30, coup de projecteur des vraies voix. L'intersyndicale a appelé aujourd'hui à une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Dans les cortèges, la participation est à la baisse par rapport au 28 mars, mais assez légère. Dans les hôpitaux et les collectivités, en revanche, la mobilisation est en légère hausse. Pas de raison en tout cas de s'inquiéter. Visiblement, le mouvement social est plutôt en phase active qu'en phase de régression. C'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais la décision tant attendue du Conseil constitutionnel ne semble pas calmer les revendications. Elle ne les calmera pas a priori. Sophie Binet, la patronne de la CGT, a assuré, je cite, que quoi qu'il se passe, la mobilisation continuera sous une forme ou une autre. Alors est-ce que vous pensez que c'est en train de s'essouffler parce que les gens ne peuvent plus avoir des retenues de salaire pour aller manifester? Ou est-ce que vous pensez que le mouvement va continuer quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel? Un seul numéro, je m'en souviens, le 0826 300 300. Et sur notre compte Twitter, vous dites que ça ne va pas s'essouffler à plus de 64%. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger, mon cher Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Je voulais pas demander. Je comptais pas vous le demander aujourd'hui. Mais vous êtes allé au cinéma, mon cher Philippe Bilger, aujourd'hui. Comment vous êtes allé au cinéma? Savez-vous? Vous le suppute. Vous m'avez entendu? Oui, j'ai entendu le dire. Alors, vous êtes allé au cinéma. Alors j'ai pu acheter ça, donc voilà. j'ai vu les 3 mousquetaires. Alors les 3 mousquetaires. Alors je trouve, c'est bien, ça se regarde avec plaisir, Voilà, mais quand ça commence comme ça. Mais l'abus des moyens, moi je trouve étouffe un peu l'esprit, mais c'est très un film à très grand spectacle d'antan. Oui, d'accord. Oui. Et les acteurs, François Civil est fabuleux, et Cassel que j'aime beaucoup, mais il y a une telle surabondance de moyens que... Mais ça plaît beaucoup. Ça peut plaire beaucoup. Françoise Degois est avec nous, éditorialiste LCI et Sud Radio. Ça va, Françoise? Bonsoir Françoise. Vous regardez ces mélanges qu'on fait avant l'été. Comment voulez-vous qu'on maigrisse? Des fraises de Paul qui sont fabuleuses, et du saucisson de Philippe Bilger. Qu'est-ce qu'on fait là? Non mais honnêtement. On constate que vous avez gardé le saucisson pour vous. Je vous rappelle que... Non, Françoise, je vous rappelle que je ne suis pas une quiche, moi, monsieur. Je l'ai envoyé à Sébastien Ménard. Toute bonne manifestation, il y a toujours des choses à manger. Je suis assez d'accord. Voilà, c'est ça. Il y a toujours des saucisses. On est en manif. Et on parvient à travailler. Voilà, c'est extraordinaire. Sébastien Ménard est avec nous, entrepreneur dans la foodtech et président de l'élan béarnais, Paula Cortez. Ça va. Il est beau comme un camion. Je sais pas ce qu'il a. Oui, là, vous avez cravate, etc. Il y a un mariage en vue? Non, c'est pour Françoise et c'est pour Cécile. Non, je trouve merci pour nous. Merci. Non.
Sérieusement, tu viens toujours habillé en basketteur depuis le début de la saison. Que t'arrive-t-il aujourd'hui en costume cravate? As-tu rendez-vous avec Emmanuel Macron? Non, il est en Chine, mais avec un de ses amis. Avec Elisabeth Borne. Absolument pas, j'avais un CSE. Oui. Donc j'ai reçu les délégués syndicales de mon entreprise et ça s'est... Toi au moins t'écoutes, toi au moins tu reçois les délégués syndicaux, c'est bien. Et ça s'est très bien, très bien, pour un macroniste, c'est bien. Non mais il est assez rare, on le met en bocal parce que franchement, un macroniste qui reçoit... Excusez-moi, mais quand elle dit je vous mets en vocal, c'est une manière polie de vous traiter de cornichon. Non mais pas du tout, écoute, c'est rare les macronistes qui écoutent la démocratie sociale. 0826 300 300 avec nous Benjamin qui nous appelle d'Agen. Oui, bonjour Benjamin. Oui. Comment ça va, Benjamin? Vive Agen. Oui, Agen. Les pruneaux. Et il y a d'excellentes fraises dans le Lot-et-Garonne. Oui, absolument. Voilà, exactement, autant que des pruneaux. Bonjour tout le monde. Bienvenue, Benjamin. Et je crois que vous êtes maraîcher. Oui. Ah, vous vendez quoi exactement? Alors, écoutez, là, je vends plus grand-chose parce que je suis en cessation d'activité. D'accord. Ah, d'accord. Ok, très bien. Oui, voilà. Et je me cherche une formation en menuiserie et bénisterie. Donc voilà, j'enchaîne. Moi aussi, j'aimerais savoir travailler le bois. Mais rien ne vous en empêche. Il faut avoir un peu de talent quand même. Alors, Benjamin, je ponce des meubles tous les week-ends. J'adore ça. C'est ma passion. Le bois, c'est ma passion. Donc, Benjamin, vous allez pouvoir jouer contre l'un de... Ponce Pilate. Non, pas Ponce Pilate. J'ai pas osé la faire. C'est marrant, elle est plus drôle quand Philippe Bilger l'a fait. Merci. C'est vrai. C'est ça. C'est quoi elle est frappée par une forme d'aura intelligente qui évidemment vous échappe. Voilà, c'est ça. Allez, c'est une parole plus rare. Notre chanson du jour. Patrick Hernandez qui fête aujourd'hui ses 74 ans. On lui souhaite un très bon anniversaire. Non mais ce titre, il vit là-dessus. Un titre qui lui a permis de vivre toute sa vie très largement et c'est vachement bien. Et il est très sympa en plus. Il est très sympa. Mais qui ne danse pas là-dessus dès que les notes retentissent? Ça n'existe pas. C'est ça. Elle est quand même sympa, Françoise de Gaulle. Ouais. C'est pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a beaucoup. Elle est drôlement moderne parce que son époque c'est plutôt Maurice Chevalier. C'est un peu ça. Les gens sur du Patrick Hernandez, c'est surprenant. Continue. Allez les amis. Continue. Qu'est-ce que tu vas ramasser? Je vous propose de prendre le droit chemin. Benjamin, vous restez avec nous avec le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous voulez requérir contre les excès de l'éducation positive. Oui, alors le hasard fait que mon admiration pour Jean-Jacques Goldman s'attache maintenant à sa fille qui est psychologue et dont on parle beaucoup et notamment récemment dans l'hebdomadaire Le Point. Alors entendons-nous, pour qui aime les enfants et qui en a, ce qu'elle dit relève presque du bon sens et quand je l'ai lu, Françoise, j'ai eu l'impression que votre mère aurait été tout à fait d'accord avec les principes qu'elle énonce. Mais n'empêche que dans un monde où l'éducation devient une forme de laxisme, où on permet tout, où les limites ne sont plus édictées, il est bon de voir une femme psychologue de bon sens qui vient d'écrire un petit guide pour expliquer des notions délicates à des enfants, rappeler le besoin de limites, qu'elle va aider les parents et les enfants à les respecter et que surtout elle montre bien que même pour des enfants, on a le droit de tout penser dans la tête. Tout ce qui est virtuel, on a le droit de l'embrasser, de l'épouser, mais qu'évidemment, ça n'a rien à voir avec le réel. Ça paraît si simple, mais en tout cas, c'est assez remarquable et ça me fait plaisir d'avoir un psychologue que je peux louer absolument grâce à ses propos. Et ben voilà, 30 secondes chacun. Très bien, rien à dire. Voilà, la fille de son père. Sébastien Ménard. Elle a fait 3 secondes, vous pouvez faire 2 secondes. Pas mieux, rien à dire, la fille de son père. C'est pas vrai. Faites bien, faites pas demander les droits d'auteur. Je vous disais que c'était des escrocs. Allez, dans un instant, on fait une petite pause et on démarre cette émission avec joie et bonne humeur. On vous souhaite la bienvenue. 0826 300 300, c'est votre émission bien entendu. Venez débattre avec nous, surtout si vous êtes aujourd'hui en manifestation, vous êtes mobilisés, appelez-nous, quelle que soit la ville, l'endroit. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a du monde aujourd'hui dans les mobilisations un petit peu partout en France et on vous attend au standard. On vous souhaite la bienvenue jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Françoise. Vous connaissez la meilleure émission du monde, Philippe David? Les vraies voix de Sud Radio. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous entendre dire. Les vraies voix. Mais bien sûr, je suis d'accord. Grâce à vous deux, je suppose, bien sûr que nous, on compte pour du beurre, nous, on s'en fout. L'émission est la meilleure du monde le lundi, le mercredi et le vendredi. C'est-à-dire les jours où vous n'êtes pas là. François, vous êtes de mauvaise foi parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, je dis que c'est grâce à nos vraies voix. Cécile, mais quand je dis vous, c'est pour faire semblant. Mais bien sûr que ma seule cible unique, c'est celui-là. C'est évident. Mais ils vont moins faire les malins quand on va sortir de cet hémicycle. C'est ça. Méfiez-vous. Je pense que moi, je suis pour une motion de censure. On la défendra, Sébastien et moi, Bénard et moi, une transversale, vous voyez. Vous connaissez le surnom de Cécile? Non. 49 et moi 3. Voilà. Donc, vous voyez votre motion de censure, ce qu'elle va devenir. Mais c'est vrai que là, on a un peu la représentation de l'Assemblée nationale. Il y a le bloc macroniste, le bloc de droite et le bloc de gauche. C'est marrant. C'est ça. Quant à vous, alors vous savez rien. Mais ils bouffent à tous les râteliers. Vous êtes une sorte de Yael Braun-Pivet, vous chauve. Moi, j'aime beaucoup Yael Braun-Pivet. Je sais, mais je trouve qu'elle a beaucoup de courage. Mais je vous assimile pas à Yael Braun-Pivet parce que vous avez une forme de clarté et de courage qu'elle n'a pas. Donc c'est plutôt Philippe David. Oh là là, j'aime bien quand vous parlez. Vous pouvez appeler ma mère pour lui dire. Allez, Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degaut est avec nous, Sébastien Ménard est avec nous. On vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Vos 3 mots dans l'actu sont canular, retraite et poisson. 2 humoristes russes s'appellent François Hollande en se faisant passer pour l'ancien président ukrainien Petro Poroshenko. L'occasion de parler guerre, mais aussi retraite. Justement, des manifestations contre la réforme des retraites partout en France aujourd'hui avec une tendance plutôt à la baisse selon les premiers chiffres. Et puis en Grèce, un grand ponte de la sismologie visé par une enquête. Il avait annoncé que l'île de Santorin risquait d'être rayée de la carte, mais c'était un poisson d'avril. Les vraies voix Sud Radio. Bonjour Petro, je vais bien mieux que, hélas, la situation en Ukraine. Je suis bien sûr tout ce que vous faites sur place et je suis heureux de pouvoir m'entretenir avec toi de la situation. Ils avaient déjà piégé le président polonais ou bien encore Elton John par le passé. Cette fois, ce duo d'humoristes russes a piégé l'ancien président de la République François Hollande. Document révélé en France par André Berkoff sur Sud Radio ce midi. François Hollande croyait parler à son ancien homologue ukrainien Petro Poroshenko. L'occasion, par exemple, d'exprimer des réticences quant au fait de livrer des armes plus lourdes à l'Ukraine. Je pense que l'intérêt de l'Ukraine est de recevoir des armes qui peuvent être utilisées dans un délai rapide et ne pas se focaliser sur des armes qui exigent des temps d'entraînement, de formation ou des pièces de rechange compliquées. Plus la demande est sur des chars lourds ou des avions extrêmement sophistiqués comme les Rafales, plus la livraison risque d'être limitée en nombre. Et au cours de cet échange, François Hollande ne se prive pas d'une petite pique à propos de son successeur Emmanuel Macron quand arrive la question de l'impact de cette guerre en Ukraine sur l'inflation. Cette question, je me la suis posée au début du conflit quand les prix du gaz et de l'énergie ont flambé en Europe. Et peut-être que ce n'est pas utile de faire une réforme des retraites en ce moment quand il y a une guerre aux portes de l'Europe qui devrait nous mobiliser. Mais comme tu l'as dit, je ne suis plus au pouvoir et donc s'il n'avait tenu qu'à moi, il n'y aurait que le sujet de notre propre sécurité, de celle de l'Ukraine et de la lutte contre l'inflation qui aurait été posée. Oui, on entend même un aboiement au passage. C'est peut-être Philae, le labrador. Ah oui. François Hollande François Hollande qui déconseille également à l'Ukraine de négocier quoi que ce soit avec Poutine tant qu'elle est en mesure, l'Ukraine, de faire reculer l'armée russe de son territoire. La conversation qui dure un quart d'heure au total. À bientôt à Kiev et j'espère un jour à Paris. Au revoir. Au revoir, mon ami. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Discussion canular russe disponible en intégralité sur la chaîne YouTube de Sud Radio, mais aussi en podcast. C'est l'émission Berkoff dans tous ses états d'aujourd'hui, jeudi 6 avril. Moi, je trouve que, au-delà de la méthode, parce que j'aime pas moi les procédés, je trouve que c'est lourd de piéger les gens, et puis parce que voilà, ils peuvent se laisser à parler entre dirigeants de choses qui ne nous regardent pas. En réalité, je trouve quand même que la tonalité de cet entretien est très intéressante, et on se rend compte à quel point François Hollande maîtrise absolument la
la question internationale. Les extraits que vous avez passés sont quand même des extraits remplis de sagesse. Aucune bêtise. Vraiment, c'est un vrai plaisir de l'entendre, comme toujours, commenter magnifiquement l'actualité dont il a été l'un des protagonistes dans le précédent quinquennat. Je trouve vraiment que Hollande sur l'Ukraine a toujours des mots extrêmement justes. Et comme commentateur, il est génial. Mais même comme président... Non, mais sérieusement, là, je fais pas d'ironie. Hein. Même comme président... Oui, mais vous voyez, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus doué pour commenter, pour analyser, que pour agir. À tort ou à raison. Ça a toujours été sa passion, de toute façon. Il voulait être journaliste, il l'a été d'ailleurs. Oui. Sébastien Ménard, vous avez un truc à dire ? J'ai jamais évidemment voté pour François Hollande, mais j'ai toujours eu une admiration particulière pour, effectivement, sa vivacité d'esprit, ses bons mots. Voilà, et aussi cette intelligence qui consiste à parfois expliciter avec des mots simples des complexes un peu compliqués. Voilà, et c'est tout à son honneur. Allez, on en vient maintenant à cette 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Oui, la CGT comptabilise 400 000 manifestants à Paris contre 450 000 la dernière fois. Du côté de Marseille, on a encore un écart assez impressionnant entre police et syndicats, tenez-vous bien, entre 10 000 et 170 000 manifestants. Et ça fait quand même une sacrée fourchette. En tout cas, il y a des gens sur lesquels il manque des doigts aux mains. Et alors, pour le cabinet d'occurrence, il y avait 45 manifestants sur le lieu. En gros, j'attends les chiffres d'occurrence à chaque fois pour me bidonner. Oui. En tout cas, cette 11e journée a permis au leader de la CFDT de remettre une pièce dans la machine, vous savez, de l'affaire de la crise démocratique. Son expression qui avait fortement déplu à l'entourage d'Emmanuel Macron. L'Élysée d'ailleurs lui avait répondu, je cite, qu'un président élu avec une majorité relative élue cherche à mener à bien un projet qui a été porté démocratiquement. Ça ne s'appelle pas une crise démocratique. Voilà le commentaire de la présidence. La réponse donc aujourd'hui de Laurent Berger tout à l'heure. On ne peut pas nier qu'il y a une crise de défiance à l'égard des institutions, qu'il y a une crise sociale, qu'il y a une articulation entre la démocratie politique et la démocratie sociale qui est difficile, voire plus, et qu'on a, selon un certain nombre de sondages et d'enquêtes d'opinion, une extrême droite qui progresse. Bon, on peut appeler ça autrement, mais si ça, c'est pas tous les ingrédients d'une crise démocratique, j'y connais rien. Donc, j'ai l'impression que certains ont été visés par ces mots. Il n'y a pas de raison de l'être, parce qu'il faudrait mieux être inquiet. Plutôt que d'être susceptible, il vaut mieux être inquiet dans la période. Et moi, j'invite plutôt à l'inquiétude, et donc à la prise en compte de la situation sociale, démocratique, plutôt qu'aux petites phrases. Des manifestations contre la réforme des retraites marquées à Toulouse par des affrontements entre des Black Blocs et des policiers. L'éducation nationale, de son côté, comptabilise 8% de grévistes chez les enseignants. C'est intéressant, hein, la tonalité de Laurent Berger. C'est incroyable comment Laurent Berger est affûté. Et puis la phrase de fin, il vaut mieux être inquiet que susceptible, c'est hors... Non, moi je suis frappé vraiment... C'est presque même triste qu'ils soient en fin de mandat. On a envie qu'ils restent. Mais il aura une suite. Mais je suis frappé de voir surtout l'union syndicale. C'est ça qui me sidère. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie de journaliste et même de conseillère de cabinet. Je n'ai jamais vu une telle union qui tient aussi bien, aussi fort. C'est incroyable. Ce qui est certain, c'est que Berger et Macron ne passeront pas leurs vacances ensemble, Sébastien Ménard. Plus maintenant. Ça, oui, mais c'est surtout c'est l'histoire d'un vrai rendez-vous manqué, parce que je pense qu'il y aurait pu, je dirais, au tout début. Je parle de Macron 1, hein, je parle pas de Macron 2. Ouais. Ils auraient dû, tous les deux, je dirais, en réformateurs, démocrates, progressistes, trouver des pistes de convergence. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait, et j'ai envie de dire que quand on écoute Laurent Berger, sur la susceptibilité, ça aurait pu en son temps être dans la bouche d'Emmanuel Macron, donc c'est assez cocasse. Enfin, pourtant, je l'ai pas trouvé très susceptible, parce qu'il a tendu plusieurs fois la main. Mais je pense quand même que, de toute façon, Sébastien, tu m'accorderas que Macron se soucie comme d'une guigne des partenaires sociaux et de la démocratie sociale. Pour lui, il n'existe qu'une institution respectable, c'est la politique. Il se moque, il se fiche complètement des partenaires sociaux. C'est aussi une marque de fabrique de son quinquennat, enfin de son premier mandat et à l'évidence du second. Enjamber, ce n'est pas se moquer. Si, non, mais il s'en moque, il s'en fiche, il veut même pas discuter. Enfin, je veux dire, comme le dit Cécile très bien, le nombre de perches et de propos. Jusqu'à hier, dans le bureau d'Elisabeth Borne, grande convention sociale. Et on n'a pas parlé de ce qu'il avait dit. Oui. Quand Elisabeth Borne a fait le contrat. Mais j'aurai l'occasion d'en parler. Vas-y, bien sûr, on en parlera tout à l'heure. Pour l'actu des vraies voix. Un certain nombre de fois. Exactement. On termine avec un poisson d'avril qui n'a pas fait rire tout le monde en Grèce. Oui, en particulier sur l'île de Santorin, qui s'est vu promettre un scénario
d'apocalypse par le directeur de l'Institut de géodynamique et du Centre des tsunamis de Grèce. Samedi dernier, c'est-à-dire le 1er avril, il a cru bon d'annoncer sur Facebook que l'île volcanique risquait d'être rayée de la carte par une sorte de tourbillon géant provoqué par un déplacement de lave. C'était une blague, mais un procureur vient d'ouvrir une enquête pour diffusion de fausses nouvelles. C'est vrai qu'il y a de quoi paniquer. En réponse à quoi le grand ponte de la sismologie reproche désormais à la justice grecque de vouloir persécuter l'humour. Il a même fait un nouveau post Facebook sur le thème. On va bientôt plus punir l'humour que les criminels. Voilà. Bon, les défenses sont canulars. J'aime bien ce truc, persécuter l'humour. Ça me fait pas rire, mais honnêtement, il se rend compte de sa connerie ou pas ? Surtout que, vu ses fonctions, il y avait de quoi le prendre au sérieux. Oui, exactement. Moi, je m'étais empaillé sur Twitter avec quelqu'un que j'adore, qui est Étienne Klein, qui s'est foutu de la figure de tout le monde en mettant en fait une tranche de chorizo et en faisant croire que c'était pas le 1er avril, en faisant croire que c'était la vue d'une planète, ça, etc. c'était drôle. Mais c'est pas drôle parce qu'en fait tu te moques des gens. Les gens, c'est un sachant pour Étienne Klein qui va être rayé de la carte. C'est pas drôle, mais là le coup de la tranche de chorizo, c'était drôle. Mais moi je trouve que c'est pas bien parce que c'est assez dénigrant pour les gens qui ont une confiance quand même absolue dans les sachants. J'ai trouvé ça un peu arrogant en fait. C'est drôle tant que c'est pas plausible. C'est dommage pour le chorizo. C'est ça. C'est comme si je disais que Philippe avait le prix Nobel de la paix. Voilà, c'est drôle. C'est pas de littérature ou même de l'intelligence. De l'indignation, certainement. Le prix Nobel, allez, restez avec nous, on revient dans un instant. Avec le grand débat du jour, on va parler de ces petits commerçants qui forcément sont amputés d'une manière ou d'une autre suite à ces nombreuses mobilisations, même s'ils sont dans le cadre de la réforme des retraites plutôt d'accord avec ce qui se passe. C'est compliqué pour eux, le manque à gagner, les vitrines cassées. On en parle dans quelques instants, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue les amis, on est ravis de vous retrouver jusqu'à 19h avec Françoise Degois aujourd'hui qui est avec nous, Philippe Bilger qui est avec nous, Sébastien Ménard qui est avec nous, notre entrepreneur de la Food Tech et le président de l'élan Béarnais pour la Cortèze. On en est où finalement au niveau du sport, comment ça va? Alors, Ils ont gagné le Classico. On a gagné le Classico contre Limoges, donc ça c'est plutôt bien. On est passé de la dernière place à l'avant-dernière place. Bon bah c'est bien. Donc on est toujours relégable. On dirait moins en maths, mais c'est bien. C'est voilà, donc c'est des lacunes dans la difficulté, mais on avance. Voilà. Vous étiez dernier. Oui, je rappelle, petite aparté très personnelle. J'ai repris un club en liquidation judiciaire qui était relégué en amateur. Voilà, je précise. Donc on l'a maintenu en Betclic Elite. Donc on a des contraintes financières qui ont évidemment de grosses conséquences sportives, notamment sur la masse salariale consacrée au sport. Voilà. Ah ben, en tout cas, voilà. Ça nous permettait d'en parler un petit peu en attendant tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Dans le quartier, les récentes manifestations ont laissé des traces. Il y a un climat qui n'est pas propice à la consommation. On ne va pas attirer la convoitise, on ne va pas attirer les casseurs vers nous. On travaillera comme on peut. Ça ne sert à rien de tenter le diable. Voilà, rideau fermé, bon, en espérant que ça se passe bien après. Sur la dernière manif, on a fait quand même 3 fois moins de chiffre d'affaires. Je pense qu'on a perdu à peu près les 2/3 du chiffre d'affaires. Nous, ce que nous demandons, c'est, au vu de la baisse d'activité, la possibilité d'activer le chômage partiel. Tout ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on les laisse travailler, qu'on les laisse utiliser leur outil de travail. Il ne faut pas lâcher la France qui travaille, la France qui bosse. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas que les gens manifestent, mais non, mais nous aussi, on a un droit, le droit de travailler. Et effectivement, déjà mis à mal par le Covid et l'inflation, nos petits commerçants sont les premiers touchés par les manifestations, les vitrines cassées, les façades endommagées. Et vous l'avez entendu, hein, beaucoup de problèmes financiers. Hein. C'est à un moment donné, les clients ne venaient pas. Ces commerçants sont contraints de fermer pendant certaines mobilisations, leurs portes pendant les grèves, et un coup dur qui laisse des traces, Philippe. Absolument, Cécile, les pertes sont matérielles mais aussi économiques. Selon l'Alliance du commerce, le chiffre d'affaires des commerçants français a baissé de 20 à 30% lors de la dernière journée de mobilisation. Alors, vous êtes commerçant et vous avez des gros soucis de pertes financières. Et ben, entre le Covid et entre les gilets jaunes et entre les PGE à rembourser, venez témoigner au 0826 300 300. Et nos invités pour en parler, Laurent Tournier est avec nous, vice-président de l'UMI 33 dans la Gironde. Bonsoir, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Nicolas El Hakim, aussi restaurateur à Montparnasse. Bonsoir.
Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Juste avant de revenir vers vous pour vos témoignages, Philippe Bilger, forcément, il faut le comprendre, les commerçants, même s'ils sont pour ou contre la réforme des retraites, aujourd'hui, ils subissent. Bien sûr, Cécile, et je suis navré de proférer des banalités à partir de la question que vous ne pouviez pas ne pas poser. On comprend bien comment, pour ces commerçants, ces restaurants ou d'autres encore, ces manifestations qui ont le droit d'exister, bien sûr, constitue une crainte, une angoisse et de fait un déficit considérable. Ouais. Françoise Degois. J'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, mais nos deux professionnels me répondront, j'ai le sentiment quand même que ça n'est pas la même configuration que pour les Gilets jaunes où c'était systématiquement le samedi, toujours sur le même parcours avec des violences terribles. Mon sentiment est quand même que c'est un peu différent, que justement les parcours sont changés à Paris comme dans la plupart des grandes villes pour que ça ne soit pas toujours les mêmes finalement qui subissent le poids de la grève. Donc je comprends très bien. Et troisième sentiment, mais ils me diront si j'ai tort ou pas, j'ai le sentiment aussi, et j'ai vu dans des parcours des commerçants très allants avec les manifestants en disant ok, continuez, non pas pour qu'on casse pas leur vitrine, mais par conviction. Est-ce que je me trompe sur ces 3 points? Sébastien Ménard. Alors on peut avoir des convictions pro ou anti. La problématique, c'est que on se retrouve empêché de travailler. Et est-ce que c'est aujourd'hui à des contribuables de quelque part à la fois de se voir empêchés de travailler et en plus de devoir assumer les pertes financières? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'à un moment donné, on a aussi la puissance publique doit aussi écouter celles et ceux qui voudraient travailler, qu'on soit commerçant, entrepreneur et qu'on fasse grève. On le fait et on l'assume. Oui, mais si on le subit, je pense qu'on devrait mettre en place des dispositifs qui permettent effectivement à celles et ceux qui sont empêchés de travailler, de ne pas travailler, mais d'être aidés à minima pour pouvoir baisser le rideau. Parce qu'effectivement, tu as raison Françoise, moi je vois les tracés qui sont proposés, je vois les rubans installés, etc. Oui, mais il y a quand même aujourd'hui des tas de gens qui ne peuvent pas circuler et travailler. Toujours l'éternel débat avec les artisans qui rentrent et qui sortent dans Paris. Évidemment, les jours de grève, c'est impossible. Mais il y a celles et ceux aussi qui ne demandent rien à personne, qui veulent juste faire fonctionner normalement leur établissement et qui ne peuvent pas le faire. Ouais. On est à Paris et en province, en même temps à Paris et à Bordeaux, Cécile. Ouais. Laurent Tournier, d'abord un petit point de vue sur déjà sur la Gironde. J'imagine que vous savez aussi ce qui se passe un peu partout en France. C'est l'accumulation qui fait aujourd'hui le résultat un peu lourd à force peut-être. Tout à fait. Le problème il est là, c'est que c'est un enchaînement depuis 4 ans maintenant entre les gilets jaunes. Enfin, vous l'avez énoncé tout à l'heure. Je vais y revenir. Enfin, toutes les crises plus ou moins graves que nous avons vécues pendant ces 4 années, qui font qu'aujourd'hui il y a des points de saturation. Alors, si je reprends vos impressions et votre sentiment sur le fait que ce soit différent aujourd'hui que hier. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ça, non? J'étais ce matin dans le centre-ville de Bordeaux. L'ensemble des commerçants, vous voyez, c'est le coiffeur, ça ne se peut-être pas, mais vous m'avez pas vu hier, donc là, c'est magnifique. Mon coiffeur ce matin, il m'a dit qu'aujourd'hui, il n'a rien fait. Voilà. Je vais déjeuner avec ma fille en ville dans un restaurant, la terrasse qui normalement est pleine, et parce qu'en plus il fait beau, c'est le printemps qui arrive, etc. On était 3 tables en terrasse. Bon, donc ça, c'est du pratico-pratique, voilà. Et aujourd'hui, la préoccupation des restaurateurs et des commerçants, c'est de payer leur salaire à la fin du mois. C'est de payer leur facture d'énergie à la fin du mois. Et c'est de payer leurs fournisseurs à la fin du mois. Alors, nous, on fait du commerce, on fait pas de la politique. On ne minimise pas la problématique des retraites. Voilà. Mais aujourd'hui, notre urgence et ce pourquoi nous avons des vraies graves préoccupations, c'est de savoir comment on tient jusqu'à la fin du mois. Et ça, c'est vraiment du sonnant et trébuchant. Voilà. Donc ça, c'est une vraie première préoccupation. Et la deuxième, c'est que on a l'impression d'être en permanence pris en otage dans ces problématiques. Voilà, parce que, comme vous dites, il y a des parcours qui sont pris, mais honnêtement, ce matin, personne n'est venu en ville. Donc c'est pas que le parcours, c'est l'ensemble du tissu urbain qui est impacté par ça. Et puis après, au-delà de ça, il y a l'image. L'image de Bordeaux, par exemple, la semaine dernière avec la porte de l'Amérique qui brûle, elle fait le tour du monde. Très honnêtement, le touriste, il est moins enclin à venir ici. Donc ça va laisser, si vous voulez, des traces, et Dieu sait ce qu'on a eu par le passé. Et donc ça, c'est un vrai problème. Nicolas Elhakim, vous êtes restaurateur dans le quartier de Montparnasse à Paris. Comment ça se passe les jours de manifestation comme aujourd'hui? Alors, les jours de manifestation, elles commencent déjà par la veille.
puisque la veille, on commence à avoir une perte de chiffre d'affaires et une perte de fréquentation qui est juste exceptionnelle. On perd à peu près 80% de notre fréquentation. Ça, c'est la veille. Et quand c'est le jour J de la manifestation, je peux vous dire que nos établissements, pour l'avoir en plein, juste sur l'avenue du Maine, derrière le boulevard de Montparnasse, on perd le trois quarts de nos clients. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, j'étais dans ma salle en train de faire mon service et que j'avais 3 tables. Mais je comprends pas. Pardonnez-moi, vous dites la veille parce que vous êtes absolument rive gauche, donc. Oui. Mais les manifestations, justement, depuis le 19 janvier, alternent entre la rive gauche et la rive droite, c'est-à-dire entre Bastille. Non, mais c'est pour ça, bien sûr. Heureusement, parce que je vais vous dire quelque chose. 4 jours avant que la manifestation, quand la date est annoncée, on est sur nos téléphones pour savoir exactement comment va être le parcours. Parce que, excusez-moi, on a été touché par l'inflation, comme tout le monde, très bien. On a eu la grève des poubelles et l'image de la restauration et les problématiques d'hygiène sur Paris ont été catastrophiques, avec des vidéos et des interventions d'étrangers qui trouvaient ça pas du tout normal et qui ça dégradait l'image de la France. Et je vous rappelle que l'année prochaine, on a quand même les JO de 2024, donc je peux vous dire que ce que l'on véhicule au niveau image, c'est dramatique. Est-ce que ça a bougé quelque chose? Excusez-moi, je vous interromps parce que j'entends le propos, mais du côté de l'office de tourisme, et puis en plus moi je vis dans le cœur de Paris, j'ai pas le sentiment que ça fait bouger une oreille sur les touristes qui sont venus comme rarement, qui sont en masse en fait dans Paris. Est-ce que ce que vous dites, c'est vous dites je pense que, ou bien est-ce que c'est une réalité de l'office du tourisme? L'office du tourisme de Paris dit absolument pas. Les poubelles, ça impacte pas le fait que quoi qu'il advienne, les gens viennent à Paris. Forcément, quand vous avez des restaurants avec des non, mais je pose la question. Non, mais je pose la question à lui. Qu'est-ce qu'il nous dit, Nicolas? J'aimerais demander à Nicolas, répondez à François. Répondez. Est-ce que vraiment vous avez perdu du chiffre d'affaires à cause des poubelles? Tout à fait. J'ai perdu à peu près 30% de chiffre d'affaires à cause des poubelles, à cause d'un amas de poubelles devant mon établissement qui n'est pas du tout agréable. On n'a pas envie de manger en face de poubelles. Puis ça sent, soyons clairs, ça sent, il y a une odeur. C'est la réalité. Et le jour J, peu importe les parcours, bon, c'est vrai que quand on est sur le parcours, évidemment, ça nous impacte et on perd à peu près 70-80% de notre chiffre. Quand c'est pas sur notre parcours, l'essentiel de notre chiffre, on va le dépenser à renvoyer nos salariés en taxi chez eux parce qu'ils habitent souvent pas dans Paris même et qu'on est obligé d'avoir des taxis à 60-70 euros par salarié pour pouvoir les renvoyer chez eux. Mais en fait, excusez-moi, je vais pas... Attends, juste Philippe. On parle de 11 journées depuis janvier, quoi. Attends, 11 journées depuis janvier. 11 journées dont la moitié ne se déroule pas dans votre quartier. Non mais soyons précis. Vous avez perdu tant d'argent. Françoise. Excusez-moi, oui. Tout à fait, parce que les salariés qui viennent travailler dans le quartier de Montparnasse, où on a un quartier d'affaires, de banque, la tour Montparnasse, lorsqu'on on a des grèves et qu'on a des journées de manifestations sur les transports comme la RATP, et bah oui, ils sont déjà qu'on avait ce phénomène de télétravail naturellement après le Covid. Je peux vous dire que les jours de grève, quand ils ne peuvent pas se faire garder leurs enfants aussi, ils viennent pas au travail, ils ne consomment pas. Donc oui. Philippe, c'est une question pour nos deux invités. Est-ce que, à votre avis, les pouvoirs publics sont très conscients de ces extrêmes difficultés que vous évoquez et quel pourrait être le moyen d'y pallier, à votre avis? Laurent Tournier. Alors, très honnêtement, oui, les pouvoirs publics sont très inquiets par cette situation économique. Enfin, d'ailleurs, on a été largement aidé pendant le Covid, notre secteur d'activité, et donc je pense que les pouvoirs publics ont conscience que nous représentons une valeur économique, une valeur d'emploi. Enfin, on a 1 million de salariés, 200 000 entreprises. Enfin, donc on a vraiment, on est en France le premier secteur d'activité au monde, c'est le tourisme français. Enfin, on est le numéro 1 dans le monde. Donc il y a peu de secteurs d'activité qui peuvent se targuer d'avoir ces niveaux d'activité. Maintenant, je veux en revenir. Vous voyez ce qui s'est passé cet après-midi, la rotonde qui brûle, et les manifestants qui vont s'en prendre à un restaurateur parce que soi-disant le président de la République il y a fait des choses régulièrement. C'est dramatique.
C'est dramatique. Voilà, et cette image-là, vous avez beau dire, mais l'image, elle va rester dans la tête des gens. Voilà. Et quand vous disiez, madame, que il y a eu 19 journées, bon, oui, c'est 19 journées. 11, vous savez, non, il n'y en a pas 19. Il y en a 11. Non, monsieur, il n'y en a pas 19, il y en a 11. Françoise, on parle d'accumulation depuis des 4 ans. Allez, Sébastien Ménard. Je réitère la proposition que je mets là sur la table, c'est qu'à un moment donné, c'est au pouvoir public, à la puissance publique, d'amener une réponse à tous ces gens-là. Ces gens-là sont des contribuables, ces gens-là font partie, comme moi modestement, des forces vives économiques de ce pays. On ne doit pas nous empêcher de travailler et surtout, ce n'est pas à nous de financer les mouvements sociaux. Laurent Tournier, une petite question pratique. Quand un commerçant est frappé régulièrement de violences, de vitrines, de trucs, l'assurance, est-ce que systématiquement l'assurance rembourse ? Comment ça se passe ? Non. La première fois, oui. Mais après, non. C'est-à-dire que si, d'abord, on finit par, certains restaurateurs, je pense, vous voyez, la mairie de Bordeaux, qui a été lourdement impactée pendant toute la période des Gilets jaunes. Aujourd'hui, ces restaurateurs ont les pires peines pour assurer leurs vitrines et leurs terrasses. Voilà. L'autre soir, quand la porte de la mairie a brûlé, l'ensemble des restaurateurs de la place étaient fermés. Fermé. C'est-à-dire que le personnel, comme le disait tout à l'heure quelqu'un très justement, on ne peut pas le mettre au chômage partiel, par exemple. Cette mesure-là n'est pas enclenchée. Bon, alors oui, les pouvoirs publics doivent nous accompagner si jamais ça devait durer plus longtemps. Il va falloir trouver des solutions. Et l'État est d'autant plus impliqué que je vous rappelle que les PGE, les prêts garantis par l'État, que nous avons souscrits en plus des fonds de solidarité et que nous remboursons au quotidien aujourd'hui, sont garantis par l'État. Donc l'État est garant de ses prêts. Donc si l'État veut que nous remboursions ces prêts, il va falloir qu'il préserve nos entreprises. Et donc parce que l'État est caution de milliards d'euros de ce point de vue-là. Laurent Tournier, est-ce que en Gironde par exemple, vous avez des commerçants qui vont jeter l'éponge ? Je vous confirme. Parce qu'en plus de tout ça, si vous voulez, en plus de la problématique actuelle, on a d'autres problématiques. Aujourd'hui, on trouve pas de personnel. On a l'énergie qui a augmenté comme pour tout le monde. On a l'inflation qui a touché gravement nos approvisionnements. Et on a ces fameux PGE que nous devons rembourser. Donc tous ces éléments-là font que le télétravail a modifié de manière extrêmement forte un certain nombre de restaurateurs, surtout de centre-ville, qui avaient l'habitude de travailler à midi. La baisse du pouvoir d'achat ? La baisse du pouvoir d'achat. Vous parlez de ma déambulation ce matin dans le centre de Bordeaux. J'étais surpris, j'ai passé à midi et demi, de voir le nombre de gens qui marchaient leur sandwich en marchant. Voilà. Bon. Oui, bien évidemment que nos habitudes ont changé. Voilà. Et la restauration traditionnelle telle que nous l'avons, telle que je l'ai vécue moi, la restauration traditionnelle à papa, comme on va dire, elle est en train de souffrir terriblement. Nicolas, et je pense que c'est dommage. C'est un métier qui est magnifique et qui fait partie d'une des fiertés de la France. Nicolas Hakim, en 1 minute à Paris. Alors ça a souffert à Bordeaux. Il va y avoir des restaurateurs qui vont mettre la clé sous la porte. Même chose à Paris. Oui, à Paris, on a quand même énormément de fermetures ou de cessions, c'est-à-dire de ventes, parce que les restaurateurs n'arrivent plus à payer leurs factures d'énergie, l'inflation, tout ce qu'on a pu évoquer. Et le fait est que, si vous voulez, on n'arrive plus à joindre les deux bouts. Le manque de personnel aussi est là, même si des fois on a des reconversions de personnel qui reviennent. Mais c'est une situation qui est complètement dramatique. Et l'augmentation des matières premières, on n'en parle pas, mais ça aussi, c'est pareil. Mais ça aussi, et si vous voulez, nous, comme on est un secteur de loisirs, c'est le premier poste dans un ménage où on va en faire l'économie. C'est ça. Donc, c'est quand même très compliqué. Les tickets moyens, c'est-à-dire les gens ne consomment plus comme avant, et on le ressent vraiment depuis la crise. Sébastien Ménard, le mot de la fin. Pour revenir sur les 11 jours de grève, Françoise, 11 jours de grève, c'est quasi 2 semaines de chiffre d'affaires pour un commerçant ou un artisan à Paris. Si on enlève 2 semaines de chiffre d'affaires dans un mois qui fait 4 semaines et demie, voire 5 semaines, c'est juste monstrueux. Cauchemardesque. Ok, on entend tout ça. Moi, j'entends bien la souffrance. Je dis aussi qu'il y a aussi des excès de la part des commerçants. Je dis que quand vous payez une entrecôte à 35 € maintenant dans le centre-ville de Paris, ça n'est pas normal. Je dis aussi que payer... Vous parlez de Paris, c'est pas partout en France, Françoise. Écoutez, vous avez un exemple de Paris, donc permettez-moi de parler de ça. Quand vous payez maintenant un pain au chocolat à 1,80 € dans certaines boulangeries, ça n'est pas normal. Donc, je veux dire par là que moi, je comprends bien la détresse des commerçants, ça n'est pas le problème, mais il y a aussi
si, je pense qu'il y a eu énormément d'abus, y compris dans la façon d'utiliser le prêt garanti. Et nos amis professionnels le savent très bien. Moi, j'ai été frappé de voir le nombre de restaurateurs qui ont profité du Covid pour refaire faire avec le prêt garanti l'intérieur de leur restaurant, et maintenant se retrouvent fort marris de ne pas pouvoir payer les traites. Je veux dire, on peut pas, c'est pas tout blanc et tout noir. Moi, je comprends. Vous pouvez pas faire une généralité de ça. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. De préciser. Je l'ai précisé. C'est pas la peine de me faire la morale. Je dis juste que c'est très intéressant. Non, mais c'est très intéressant d'entendre les problèmes qui sont posés, mais posez-les dans la totalité. Est-il normal de payer dans un restaurant de gamme normale 35 € une entrecôte frite et 7,50 € un Coca-Cola? La réponse est non, et vous le savez très bien. Mais c'est pas les. Alors excusez-moi, mais ça c'est pas les prix qui sont pratiqués à Paris. Mais vous plaisantez ou quoi? Mais vous mais je vis où? Je vis dans la jungle. On va pas dans les mêmes. Soyez sérieux. Je vais vous envoyer la carte. Soyez sérieux. Je vais vous envoyer. Françoise, on parle des grands hôtels derrière. On parle pas des mêmes endroits. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. François, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Nicolas Elakim, restaurateur à Montparnasse, et merci beaucoup Laurent Tournier, vice-président de l'UMI 33. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez là dans un instant. Le Kikadi, le quiz de l'actu. À tout de suite. Et ça, il va être... Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les chers amis, merci d'être avec nous, avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec Sébastien Ménard, pour le quiz de l'actu. Je voudrais dire le quiz de l'actu, il faut qu'on arrête, c'est le Kikadi, soyons clairs. Allez, à tout de suite. Ouais, c'est ça. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Benjamin est avec nous, et Benjamin va choisir contre qui il va jouer. Il va jouer contre Philippe Bilger. Vous pouvez l'épargner parce qu'hier il a gagné avec brio. Voilà. Avec Françoise Degois, parce qu'elle gagne pas tout le temps. Vous gagnez beaucoup, mais pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Mais Cécile, l'exactitude. Elle gagne beaucoup. Elle est à 49. De l'exactitude. Beaucoup juste, c'est vrai. Si, vous gagnez beaucoup, mais pas tout le temps. Sébastien Ménard. Une seule fois match égal. Et donc c'est pas tout le temps. Et voilà. Sébastien Ménard en forme. Ouais, moi c'est le 49-3. Moi je suis plutôt 3 que 49. Kikadi, mais. Et Sébastien Ménard qui perd tout le temps pour le coup. Ça va. Benjamin, vous choisissez qui? Non, mais c'est marrant ce que vous me dites parce que on m'a dit la même chose juste avant. Donc c'est bel et bien Sébastien Ménard. Le Tout Sud Radio est au courant. Il y aurait des traîtres au standard, mais c'est quoi? Alors c'est un Kikadi spécial sport. Est-ce qu'exceptionnellement je peux changer la règle et je fais équipe avec Sébastien Ménard? Si vous voulez, tiens. Allez, on démarre tout de suite. Le Kikadi. Kikadi, il pensait pouvoir diviser l'intersyndicale, mais on est aussi stratège. Bonne réponse de Françoise Degois. On est vraiment phénoménal. Mon Dieu. C'est une ambiance de vestiaire. Vous perdez du temps. Deuxième Kikadi. Kikadi. Une entrecôte à 35 €, c'est scandaleux. Excellent. Mais je ne donne pas de points. À Philippe Bilger. Et qui a dit pas tous les commerçants. Allez, on y va. Allez, qui a dit concernant l'interdiction des jets privés, qui a dit ce n'est pas anti-riche, mais pro-climat. Rousseau. Non. Ruffin. Non. Rousseau. Non. C'est une femme. Qui est-ce qu'il est? Oui, qui interdit ça les vols. Elle est chez les Verts. Bonne réponse de Françoise Degois. On est vraiment. Kikadi. Des relous. Le gouvernement ne pourra pas gouverner le pays tant que cette réforme ne sera pas retirée. Ah bah c'est. Ils sont nombreux à l'avoir dit. Oui. Syndicaliste. C'est Sophie Binet. Bonne réponse de Françoise Degois. Elle l'a dit tout à l'heure dans la manif. C'est ça. Attention. Attendez, ça fait qu'on peut me rappeler le score? 6-2. Comme au tennis. Non, qui c'est qu'il y a eu 2? Mais vous avez eu quand 2? Tout à l'heure. Mais sur quoi? Sur quoi? Sur l'entrecôte. Mais c'est moi qui ai dit Françoise Degois. Non, mais vous n'avez pas le droit de vous autociter. Ah non, François. Il y a la malhonnêteté. C'est une mafia. Vous voulez créer à la fois le verbe et vous l'attribuez. Mais en fait, c'est Radio Bilger. Non, mais c'est Radio Paul. Non, c'est pas Radio Bilger.
Non, mais non. Oh, mais là, Bah, écoutez, bah, tant pis pour vous, on peut plus. Alors voilà. On a gagné. Allez, vous savez ce que vous avez gagné, Benjamin? Une invitation dans un restaurant avec une entrecôte à 35 € par Payé par Françoise Devois. Allez, Benjamin, pardon, mais c'est parce Allez, que Françoise. Sébastien Ménard me faisait tellement pitié que j'ai fait. Ah bah voilà. Françoise, s'il vous plaît. Allez les amis, on revient dans un instant. On fait une petite pause. C'est les vraies voix. Ils sont dissipés. Ils sont drôles, mais ils sont dissipés. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ça passe très vite le temps avec nos éditorialistes du jour. Oui. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois est avec nous, Sébastien Ménard est avec nous. Ils sont tous en train de tapoter sur leur petit téléphone en se disant on a des trucs. Vous parlez entre vous, c'est ça? Il arrive que Philippe Bilger soit assez fou pour m'envoyer des SMS pendant l'émission en disant ah c'est pas mal ce que tu viens de dire. Ça n'est jamais arrivé. Non, jamais, c'est vrai. Non, mais Non, elle est en train de regarder le prix de l'entrecôte dans les restaurants parisiens. Allez, écoutez, je vais vous envoyer les cartes, vous allez voir, vous rigolerez. Non, mais on vous croit, mais vous pouvez, et le pain au chocolat aussi, et le coca aussi. Juste. Vous savez qu'il y a des auditeurs qui viennent d'arriver, Philippe David, et qui ne savent pas de quoi Ah vous oui, parlez. Françoise Degois a expliqué qu'une entrecôte, ça valait 35 C'est pas €. ce que j'ai dit. Mais vous êtes complètement caricatural. J'ai dit dans certains restaurants normaux où avant tu payais ça 20 balles, et ben tu la payes 35. Allez, on va pas recommencer. Allez, je voulais juste dire qu'on était en fait en train d'échanger sur la déclaration de Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT, qui est pas quand même à piquer des hannetons. Voilà. Oui. Qui vient de déclarer qu'elle refusait de s'adresser à CNews. Voilà. Parce qu'elle estime, je vais vous dire ce qu'elle a dit. Au nom de la liberté d'expression et du pluralisme. Voilà, c'est ça. Elle va à France Inter en revanche où ses valeurs sont très respectées. Moi aussi, France Inter respecte quand même les valeurs du pluralisme. Je ne trouve pas, moi. Bah écoutez. Allez, tout de suite, le coup de cœur de Philippe David. Les Vraies Voix Sud Radio. Il a un cœur celui-là. Il a un cœur. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Coup de cœur. À chaque fois, on l'a fait. Ah oui. Elle est facile. Elle est bonne. Coup de cœur. Écoutez bien, François, ça devrait pas vous plaire. Coup de cœur pour la décision du bureau de l'Assemblée nationale de sanctionner les députés dont le comportement a été déplacé lors du débat sur le vote de la réforme des retraites. Alors personnellement, je l'avoue, je suis contre cette réforme, pas sous cette forme du moins, mais je dis bravo au bureau qui a voté à l'unanimité moins LFI, PS et les Verts étant absents. Alors la sanction sera légère, mais l'hémicycle n'est pas une ZAD et on n'a pas à sortir des panneaux pendant les débats, tout comme les salles de commission ne sont pas des endroits adéquats pour faire des live tweets comme des ados à un concert, tout comme les députés ne sont pas des reporters pouvant se promener dans l'hémicycle avec un micro-cravate. Et même s'il se rappelle alors sans inscription au procès verbal dont vont écoper ces députés et la sanction la plus basse qui puisse leur être infligée, bravo et s'il vous plaît, respectez ce lieu qui n'est ni Notre-Dame-des-Landes ni le Larzac dans les années 70. C'est excellent. Voilà. Moi, je trouve pas ça excellent parce que je trouve ça très facile et surtout assez peu équilibré. D'abord, du souk dans l'Assemblée nationale, il y en a tout le temps eu. Je note, s'il vous plaît, soyez sympa de me laisser parler parce qu'on a eu droit au laïus de Philippe David, mais qui est dans l'air du temps. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment, c'est l'air du temps et moi, je ne suis pas sur cet air du temps parce que je considère qu'on peut pas d'un côté faire un rappel au règlement et puis de l'autre enterrer une pétition qui a reçu 260 000 signatures pour commencer pour la dissolution des Braves. On peut pas ne rien dire à Éric Dupond-Moretti même si le règlement t'interdit de lui dire quelque chose parce qu'il fait des bras d'honneur. On peut pas ne pas sanctionner quand un député de Renaissance traite de nazi un député du Rassemblement national, il n'a pas été sanctionné et décider que d'un seul coup la NUP s'est mal. On peut continuer la story. Moi je suis pour qu'on sanctionne tout le monde. On peut continuer la story jusqu'au bout. L'extrême gauche terroriste qui font les institutions, ça marche pas, la preuve dans les sondages. Et je pense que Yael Braun-Pivet se comporte absolument comme une mauvaise présidente de séance. Elle ne tient pas ses séances et en plus de ça, elle est absolument sectaire. C'est ça le macronisme. C'est du sectarisme déguisé. Allez, on passe la parole. Alors, je vais contre-argumenter évidemment en miroir, parce que pour moi le sectarisme, il est dans cette partie de l'hémicycle. La partie de l'hémicycle dans laquelle tes amis siègent, François. Tu peux pas dire que la plupart des LFistes sont clairement les plus grands démocrates que ce Parlement sous la Ve République ait connu. En quoi ils sont antidémocrates? Vas-y. Dis-moi, raconte-moi, mais dis-moi, à part le fantasme de Mélenchon, le bordel organisé, l'obstruction permanente, le rappel au règlement abusif pour des conneries. Tu connais le jeu parlementaire comme moi, peut-être mieux.
tu te doutes bien que tout le cirque auquel on a assisté dans le cadre du débat, je vais aller au bout, sur la réforme des retraites, le but était de toute façon d'entraver le débat, d'empêcher le débat et de pousser le gouvernement au 49-3. Et d'ailleurs, politiquement. Mais bien sûr, et d'ailleurs, la personne qui se fait taper sur la gueule, c'est sa faute parce qu'elle a provoqué le coup de poing. Sauf qu'il y a une manière de le faire. Il y a une posture à tenir. Moi, quand je vois des députés arriver débraillés, en t-shirt, sans cravate, mais je suis désolé, il y en a plus du côté de la NUPES que du côté de Renaissance, ou même du côté du Rassemblement national. Qui a déposé 430 000 amendements en 2006 ? Qui a organisé l'obstruction ? C'est ton camp, c'est la droite. Donc arrête avec ce cinéma de dire que... Mais François, je ne comprends pas quand vous dites que l'extrême gauche n'empathie pas. Mais elle empathie énormément du comportement à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que vous savez définir l'extrême gauche ? Vous savez que c'est une idéologie très particulière, l'extrême gauche. J'ai bien compris. Donc répétez à l'envie... Mais François, moi je me contente de dire qu'elle est fine, n'est pas de gauche, et plutôt d'extrême gauche. Pourquoi vous parlez de l'extrême gauche ? C'est pas plutôt d'extrême gauche, c'est totalement d'extrême gauche. Mais excusez-moi, vous savez ce que c'est l'extrême gauche ? Ça correspond à une idéologie. Vous savez qui porte l'extrême gauche aujourd'hui ? On ne fait pas une analyse historique. Mais si, bien sûr. On se contente de dire que l'extrême gauche à l'Assemblée nationale perd des plumes. Là où c'est terrible, et vous maniez les mots mieux que personne, ce qui est indigne, c'est de continuer à qualifier la NUPES d'extrême gauche. L'extrême gauche, c'est la dictature du prolétariat. Vous savez de quoi vous parlez ? Ce qui est indigne, c'est empêcher, s'il vous plaît, ce qui est indigne, c'est de retarder le Ça fait du clic de Félix Mathieu. Ça, c'est quel indigne. Désolé, Félix. Excuse-nous. Allez, on se fait des bisous et le top clic. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et le hashtag le plus utilisé ce soir, Félix Mathieu, c'est Manif 6 avril. Et oui, avec par exemple les images qui tournent de Paul Larouturou. On a retrouvé Mathilde, dont la danse et le slogan « Pas de retraités sur une planète brûlée » a fait le tour du monde jusqu'au talk show américain. Elle porte une casquette CGT à paillettes et danse contre la réforme des retraites en descendant le boulevard Saint-Germain à Paris. Autre vidéo, celle du compte L'Insoumission, une foule impressionnante à Brest. Bon, ça c'est pour le côté bon enfant, mais il y a aussi ces images beaucoup plus tendues, comme par exemple celle partagée par Clément Lano et très repartagée depuis sur Twitter notamment. La devanture, l'auvent en toile de la Rotonde, la célèbre brasserie appréciée d'Emmanuel Macron, incendiée à Paris. Des images qui évoquent un peu, si vous vous souvenez, celle du Fouquet's à l'époque, qui était lui aussi érigée en symbole d'une présidence d'un autre président. La Rotonde a été détruite par les Gilets jaunes. Allez, on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, on a perdu beaucoup de temps. Philippe, il est aussi beaucoup question de la chaîne de télévision CNews aujourd'hui, jour de manif. Oui, avec cette séquence partagée sur les réseaux sociaux par la chaîne, on peut y voir la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, répondre à plusieurs médias depuis la manifestation. Plusieurs micros, dont celui de la journaliste de CNews. En quoi cette nouvelle journée de mobilisation va changer la donne ? Elle va changer la donne parce que elle montre que non mais moi je souhaite pas répondre à CNews. Et pourquoi ? Parce que en fait je vais pas sur vos plateaux. Oui mais là c'est pour s'exprimer devant tous les Français. Vous pouvez nous donner vos revendications. Eh ben non. Voilà, donc moi vous choisissez les médias à qui vous vous adressez. Je m'adresse à tous les médias qui garantissent une liberté d'expression et une pluralité. Alors parmi les nombreux commentaires qui ont hissé le nom de la chaîne en top tendance ce soir, il y a plusieurs députés de bords opposés. Bravo, s'exclame l'insoumis Carlos Martins Bilongo, tandis qu'au contraire, Lionel Tivoli du RN juge la séquence, je cite, très symptomatique de cette gauche qui hurle au manque de pluralité sur CNews, mais qui refuse de répondre à ses journalistes. Pas sûr que ce soit une bonne idée de le faire en tout cas. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de vous faire commenter, réagir. 0826 300 300, vous pouvez réagir sur ces infos. Merci beaucoup Félix Mathieu. Merci Félix. Dans un attendant le tour de table de l'actu, des vraies voix, tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Bienvenue dans Les Vraies Voix. Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Gaulle est avec nous, Sébastien Ménard est avec nous. On est en train de mourir d'une indigestion de fraises, mon Dieu, qui sont pas à 35 €, celles-là, parce qu'elles nous sont offertes. On a eu un commentaire très drôle, hein. Manger des fraises après une entrecôte à 35 €, vous êtes riche. Merci Jackie Bordage. Il est très bon ce Jackie Bordage. Merci Jackie Bordage. Merci de vos témoignages sur notre compte Twitter, j'allais dire, de Twitter. Il a du mal à parler. En tout cas, il y a des actus qui sont évidentes et il y a des actus qu'on a envie de vous faire partager. C'est justement le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Tu sais à quoi je pense? Je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Vous avez raison, c'est exactement ce que je pense. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, vous allez revenir sur un personnage qui est très emblématique en ce moment, c'est Laurent Berger, sur cette phrase de crise sociale et crise économique. Voilà, je vais en rajouter une couche. Et avant, si vous le permettez, Cécile, j'ai hésité entre un autre. On va avoir un nouveau procureur général à la Cour de cassation, Ray Mietz, et je suis frappé par les articles qui paraissent sur ces nominations. On dit... Ces gens-là ont une carrière impeccable. Comme si la carrière impeccable était véritablement le signe d'une perfection morale et professionnelle dans le poste. Vous avez vu quand même comment à chaque fois Philippe, une fois sur deux, se débrouille, si tu veux, pour nous coller deux actus en une. Mais là, je vais aller très vite puisque tout le monde l'a traité. Je trouve que Emmanuel Macron, paradoxalement, est beaucoup plus puéril que ne le serait Laurent Berger. Laurent Berger quitte Elisabeth Borne, elle ne prend même pas la peine de rappeler la proposition qu'il a faite, et il parle d'une crise sociale qui est suivie par une crise démocratique. C'est une évidence. Et il le dit sur un ton totalement calme. Quelque chose qui fait plaisir. Et Emmanuel Macron, c'est ce qui m'a frappé, de Chine tout de même. De Chine va lui chercher des poux pour répondre notamment à cette phrase en disant c'est parfaitement bien, ça a été assumé. Et au fond, il a un grave problème, Emmanuel Macron, avec Laurent Berger. Je vais finir par penser que celui-ci a tort lorsqu'il considère qu'il n'y a rien de personnel entre eux. Il a un grave problème avec Laurent Berger, il a un grave problème avec la démocratie sociale. Je le redis, Emmanuel Macron se fiche des syndicats comme d'une guine, c'est pas sa culture. Il considère que la seule chose qui est légitime, c'est ce qui passe par le Parlement et la politique. Donc après, et malgré les conventions citoyennes. Après, Laurent Berger est celui qui a recommandé à François Hollande, lorsqu'il a voulu nommer Emmanuel Macron, de ne pas lui donner et l'économie, les finances et le travail. Emmanuel Macron voulait l'ensemble du portefeuille. Laurent Berger a dit c'est trop pour ce jeune homme. Et là, mon Dieu, quel crime de lèse-majesté. On continue 5 ans après à être là-dessus. Et dernier point, je pense que la réponse de Macron de Chine, elle est évidemment susceptible, on dirait une diva outragée. C'est vrai que ça contraste avec l'aspect très calme de Berger. Je pense surtout qu'il répond à sa majorité, parce que ça tangue dans la majorité, on s'en rend pas compte, mais Cécile, tout à l'heure, avait tout à fait raison de le dire et de souligner que quand les ministres, en l'occurrence Marlène Schiappa et Isabelle Rome, s'écharpent par Twitter interposé, nous avons cette discussion avec Cécile tout à l'heure, elle a raison de dire que c'est là que... C'est pas très bon signe. C'est un mauvais signe, et je pense qu'il envoie un message d'inflexibilité tant à la rue, et c'est un tort, qu'à sa propre majorité. Sébastien Ménard. Après, je tiens sauf aussi... s'il y a marqué sur les murs de l'Élysée, comme chez nous, parlons vrai, mais ce n'est pas le cas. Alors parlons vrai. T'as pas intérêt en Conseil des ministres. On peut juste aussi se rappeler ce qui s'est passé après les Gilets jaunes. C'est quand même, quand on a commencé à sillonner la France pour animer le grand débat, le problème des Gilets jaunes, c'était finalement Macron. La solution après Gilets jaunes, pour quelque part rétablir entre guillemets une certaine forme de dialogue, elle a été assumée et incarnée avec succès par Emmanuel Macron. Attendons, il est en Chine, il va revenir. Moi je pense que Emmanuel Macron, le connaissant un tout petit peu, je pense qu'il aura et la ressource, et le courage, et les mots pour trouver des voies de passage qu'aujourd'hui on semble totalement impossible. Là, je ne suis pas de votre avis, Sébastien, si on a le temps. On ne l'a pas une seconde, c'est que les Gilets jaunes, paradoxalement, malgré quelques accès de violence, avaient un amateurisme très sympathique face à Emmanuel Macron, et le grand débat national lui a été imposé. Il a été brillant là-dedans, ça a été un monologue. C'est ce que je disais. Là, c'est très différent. Non, ça n'a rien à voir. François, je vois votre tour de table. Sinon, il reste 3 minutes 30 pour
deux tours de table, vous voulez parler de la tribune de Jacques Attali sur la Chine. Oui, j'ai trouvé très intéressant parce que j'aime bien m'attacher à Jacques Attali qui est critiqué, voué souvent aux gémonies, mais il n'en reste pas moins que c'est un homme incroyable qui a toujours de la ressource et en tout cas de la créativité. Et il dit, moi je ne fais pas partie des gens qui tapent sur Emmanuel Macron parce qu'il a amené Ursula von der Leyen en Chine. Je pense qu'il a très bien fait parce que la France, marché de 67 millions d'habitants et l'Union européenne de 450 millions d'habitants, tu crées au moins du rapport de force avec Xi Jinping et je ne crois pas que ça soit une atteinte à notre souveraineté qu'il ait amené von der Leyen pour une fois que je dis du bien d'Emmanuel Macron, noté greffier. Bravo. Non mais c'est vrai, je le pense. Allez. Mais Jacques Attali va, en allant vite, dit on a tort de se précipiter tous vers la Chine, régime autoritaire, régime qui ne va pas si bien que cela. La Chine perd de la natalité, la classe moyenne s'appauvrit en Chine, la Chine va perdre de la population, c'est pas parce qu'elle a la plus grande armée à l'horizon 2050, la Chine est polluée, la Chine ne va pas si bien, nous ferions mieux de nous tourner vers les autres BRICS, c'est-à-dire les démocraties émergentes, plutôt que de se coller aux autocraties, aux empires autocrates en réalité que sont la Russie et la Chine, et surtout la Chine, nous ferions mieux d'aller voir du côté du Brésil, d'aller voir du côté de l'Afrique du Sud et d'aller voir du côté de l'Inde, c'est-à-dire ces démocraties émergentes qui ont du mal à émerger. Et j'ai trouvé que c'est un point de vue. Oui, mais c'est les BRICS en fait. Mais j'ai trouvé intéressant ce point de vue de dire arrêtons de nous précipiter en Chine, arrêtons d'en faire un monstre qu'il n'est plus tout à fait. Voilà. Sébastien Ménard, il y a une votation à Paris et au revoir les mobilettes. Non, les trottinettes. Les trottinettes électriques. Et la trottinette Chéra. Pas mal, elle est pas mal. Tu vas moins rigoler, François. La semaine dernière, pour le plus grand plaisir de Françoise Degois, je vous ai fait part de mon coup de gueule contre notre chère maire de Paris. Enfin, c'est pas la mienne, Anne Hidalgo. Cette semaine, laissez-moi une nouvelle fois partager un grand coup de gueule contre Madame Hidalgo. Je suis vraiment désolé, mais quand on tend le bâton pour se faire battre... Tu devrais t'allonger chez un psy, là, parce que là, c'est pas normal. Mais je vais peut-être finir finalement par convaincre Françoise à la fin de la fin. Voilà, parce que avec tous ces gags en série de Madame Hidalgo, chaque semaine, je vais finir par peut-être tenir ici sur vos antennes une chronique régulière. Ce dimanche 2 avril, tu le disais Cécile, 90% des Parisiens ont voté pour l'arrêt de la circulation des trottinettes électriques en libre service dans la capitale. C'était ça le référendum. Incroyable, a-t-on envie de dire. Bravo Hidalgo, je dis. En effet, la mairie de Paris s'était prononcée pour la fin des trottinettes. Quel soulagement. Moi, j'aimerais juste qu'on parle en fait des vrais 7% de Parisiens qui se sont déplacés, notamment des Parisiens plutôt âgés, pour entraver le mode de déplacement favori de toutes celles et tous ceux qui ont entre 15 et 30 ans aujourd'hui dans Paris. Parce que depuis dimanche, Anne Hidalgo commente ses résultats et se vante d'avoir senti le vent venir, sentir venir le ras-le-bol des Parisiens. Voilà, moi je trouve cette attitude particulièrement fallacieuse, en tout cas une attitude particulièrement politicienne, en plus d'être obsédée par l'écologie punitive, comme je l'expliquais la semaine dernière et les semaines d'avant, Madame Hidalgo... Et la semaine à venir. Oui, tout à fait, peut-être. Bravo. En tout cas, elle a de l'humour, Françoise. Madame Hidalgo se gargarise d'un vote qui ne signifie, je le dis, rien, puisqu'il ne représente presque personne. En tout cas, pas les vrais usagers de ces fameuses trottinettes. La vérité, c'est que Madame Hidalgo n'est pas capable de mener une politique efficace en matière de mobilité. Et par conséquent, elle choisit non sans lâcheté de se défausser sur ses propres électeurs, et notamment les plus jeunes. Voilà. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'elle aurait été bien inspirée avec son cher David Béliard, l'adjoint à la mobilité, de trouver un moyen de réguler tout ce bordel qu'on a tous constaté avec toutes ces patinettes qui traînent, qu'on jette dans la Seine, partout, etc., etc. Voilà. Donc après cette journée de vote, Anne Hidalgo a osé applaudir une victoire pour la démocratie. Non, ce 2 avril 2023 fut une victoire pour moi, pour la lâcheté et la déloyauté politique, notamment vis-à-vis des jeunes Parisiens. Merci beaucoup, Sébastien Ménard. Qui aurait dû aller voter. Mais c'était pas facile. Hein. Un bureau de vote, pas d'électronique, pas de trucs, pas de trucs. Je suis d'accord. On se demande si c'est pas fait un peu exprès. Bien sûr. Il aurait fallu donner les moyens de réguler. Je suis d'accord avec Sébastien. Allez, vous restez avec nous. Waouh, on les a mis d'accord, c'est Noël. Noël avant l'heure. Allez, à tout de suite. On revient dans un instant. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Merci de nous faire confiance tous les jours. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Nous sommes de retour après cette petite pause. On a rangé un peu notre chambre, qu'on va remettre un petit peu en dessous-dessus dans quelques secondes. En tout cas, Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois est avec nous, Sébastien Ménard est avec nous. Il passe ses commandes d'entrecôte à 35 balles. J'essaye de réserver au resto.
C'est dingue, voilà. C'est vrai, elle va nous poursuivre cette entrecôte à 35 €. J'ai hâte de la rencontrer parce que. Je vais vous envoyer les cartes, comme ça vous arrêterez de le prendre à la tête. Elle vous invite. Ah, vous nous invitez, François. Des menus plus que 35. Non, mais ça, c'est dans les grands restos, c'est normal. Oui, mais dans les restos moyens, même un truc. Eh ben voilà, et merci de me défendre à la fin du combat. Mais dans ce domaine, je suis avec vous, François. Mais il faut le dire un peu plus fort. Dans la nuance. Oui, lorsque vous faites preuve de nuance. Tu parles dans la nuance. Si tu pouvais exprimer les choses, tu sais, ça m'arrangerait avant le peloton d'exécution dire non, mais elle n'est pas coupable. Là, tu vois, ça m'arrangerait. On va te trouver une place entre Chavez et Pol Pot. Je réponds même pas. Je réponds même pas. Rien que pour le plaisir d'entendre rire. Il est tellement content de ça. Il est content de sa connerie, Chavez et Mais Pol Pot. François, sachez une chose, que quoi qu'il arrive, vous m'avez avec vous. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. C'est comme ça. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et les syndicats ont appelé aujourd'hui à une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. C'est la 12e, si j'ai bien compté. Dans les cortèges, 11e, pardon. Dans les cortèges, la participation est à la baisse par rapport au 28 mars. Mais dans les hôpitaux, les collectivités, la mobilisation est légèrement en hausse. Pour Jean-Luc Mélenchon, pas de raison de s'inquiéter. Le mouvement social est plutôt en phase active plutôt qu'en phase de régression, Philippe. Oui, Cécile, la décision tant attendue du Conseil constitutionnel ne semblera pas calmer les revendications. Sophie Binet, la patronne de la CGT, a assuré que quoi qu'il se passe, la mobilisation continuera sous une forme ou une autre. Alors vous pensez que ça va s'arrêter, vous pensez que ça va continuer et vous pensez que ça va s'intensifier. Un seul numéro, le 0826 300 300. Et bien sûr, si vous êtes sur place dans une manifestation, l'antenne vous est ouverte, 0826 300 300 à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, on va faire un point tout de suite avec Lionel Maillet, qui était avec nous, correspondant Sud Radio à Marseille, qui était à la manifestation marseillaise. Bonsoir Lionel Maillet. Bonsoir Lionel. Bonsoir à tous. Comment ça s'est passé aujourd'hui? D'abord, vous êtes toujours à Marseille, j'imagine. Et est-ce que la mobilisation est aussi forte que les fois précédentes? Non, c'est en baisse, c'est clairement en baisse. Il y avait 10 000 personnes selon la police et 170 000 selon les syndicats. Et honnêtement, oui, là c'est plus le grand écart, c'est un galuc, carrément. Oui. Et c'est toujours comme ça à Marseille. Mais honnêtement, en arrivant à 10h30, on se rendrait clairement compte que sur le Vieux-Port, c'était beaucoup plus clairsemé que d'habitude. C'est parti en fin de matinée, ça a mis 2-3 heures avant de se terminer dans le calme. D'ailleurs, il n'y a eu aucun incident, aucun débordement, mais il y avait clairement moins de monde quand même à Marseille. Est-ce que justement, Lionel, les gens sont encore motivés? Parce que c'est sûr que quand on entend 10 000 selon la police, 170 000 selon les organisateurs, c'est à pleurer de rire. Oui, mais ça veut dire que vous, Lionel, pardon, je vous coupe, Philippe, c'est plus quoi? Combien, à votre avis? C'est plus quoi? Honnêtement, je pense qu'on est autour des 80 000, 90 000. Oui, entre les 10 000 de la police et 80 000, il y a un écart de 1 à 8 quand même. Mais les gens sont encore motivés. Oui, bien sûr, parce que forcément, ceux qui restent, entre guillemets, maintenant, ce sont les plus motivés. Mais ils vous disent aussi, honnêtement, 11 jours de grève, ça commence à peser. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants. Et pour ces enseignants, par exemple, c'est dur, évidemment, 11 jours de grève. Et puis, il y a des gens encore plus jusqu'au boutistes, par exemple, les gens d'Enedis, de l'énergie, qui, aux alentours de Marseille et dans Marseille même, font des mouvements reconductibles depuis 1 mois. On en est à 32 jours de grève. Alors il y a beau avoir des compensations des caisses de grève, vous imaginez, ça commence à grincer des dents. Certains me disaient, évidemment, à la maison, on a des ados, on a des enfants, on a des femmes qui commencent à nous dire, écoute, ok les revendications, ok tes convictions, mais le week-end on ne peut plus sortir concrètement. Il y a l'inflation, on peut plus rien faire. Alors voilà, ils se sont partagés en se disant, est-ce que je vais pouvoir continuer comme ça très longtemps? Certains manifestants disent qu'ils ont perdu aujourd'hui entre 900 et 1 000 euros, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, sans parler des éboueurs. Juste Lionel, pour rappeler, parce que vous dites c'est en baisse, 80 000 à Marseille déjà c'est énorme. Et je voudrais quand même dire que même si c'est en baisse un peu partout, en gros c'est 50 000, on aura sur Paris c'est une différence, on n'aura pas un différentiel de 20 à 30%, ça n'est pas vrai, ce sera beaucoup moins. D'abord c'est en hausse dans les mouvements de grève par secteur, et le deuxième point c'est que ça reste des niveaux absolument considérables, des niveaux qu'on n'a jamais atteints ces 25 dernières années. Oui, mais est-ce qu'ils vont pouvoir tenir? C'est ça le problème. Moi je pense que ça n'est plus ça le sujet. Le sujet n'est plus là. Je pense que le sujet c'est le Conseil constitutionnel. Il y aura une grande manif, je pense, la veille
de la décision du Conseil constitutionnel, ou mardi ou jeudi. Et la réalité, c'est que si le Conseil constitutionnel donne son feu vert au fameux référendum d'initiative partagée, eh bien là, ça va repartir différemment, les actions. Et Laurent Berger, le premier, qui a dit « moi-même, j'irai récolter les signatures ». Lionel Maillet, que vous disent les gens aujourd'hui? Est-ce qu'ils vous disent que ils vont devoir s'essouffler pour des raisons financières? Est-ce qu'ils vont rester dans ces mobilisations? Oui, ils vont rester dans ces mobilisations et effectivement, comme le disait Françoise, il y a beaucoup d'espoir de ce que vont dire les sages. Alors honnêtement, pas du tout sur le recadrage de la réforme, ça ils y croient pas du tout. Mais sur le RIP, oui. Et là, voilà. Mais le RIP, effectivement, ils y croient en se disant voilà, là on va peut-être enfin pouvoir écouter le peuple et on va se mobiliser derrière, en sachant que la mobilisation sera jeudi prochain et c'est un coup de pression évidemment qui est mis. Mais beaucoup se disent honnêtement, on a vu ce qui s'est passé pendant la crise Covid, on a vu comment réagissaient les sages. Et on a un peu peur parce que souvent, alors même si le cas de figure est différent, souvent ça allait, ça suivait les avis du gouvernement. Donc on se dit est-ce que là ça va basculer ou pas? Ils y croient pas trop, mais ils ont encore cet espoir du RIP. Lionel, restez avec nous. C'était ce matin à Marseille, la manifestation à Paris, c'était cet après-midi, c'est en direct. Bonsoir Clément Arion. Bonsoir Clément. Bonsoir Clément. Bonsoir à tous. Bonsoir Clément. Alors même chose qu'à Marseille, ça s'essouffle un peu à Paris? Alors, c'est soufflé, c'est légèrement, je dirais. 400 000 selon la CGT aujourd'hui dans le cortège parisien. C'était 450 000 la semaine dernière. Bon, à Paris, ça a surtout été marqué par des tensions et des échauffourées. Vers 16 heures, un fumigène lancé par un manifestant sur la devanture du bar La Rotonde l'a fait brûler. Une employée a tenté de l'éteindre avec un extincteur, mais en vain. Des manifestants ont ensuite pris pour cible un bâtiment du Crédit Agricole, notamment au niveau de la place d'Enfer Rochefort, dans le 14e. Rochereau. D'Enfer Rochereau, pardon. Est-ce que ce sont vraiment des manifestants? Pas sûr. C'est surtout des Blocs, voilà, a priori, de ce que j'ai vu. Donc voilà, des manifestants qui sont ensuite, il y a quelques minutes, pris aussi à une agence bancaire, voilà, près du boulevard Blanqui. Donc pas mal de tensions sur Paris. Et j'ai pu discuter avec quelques militants de la CFDT. Ils parlent d'une prochaine mobilisation jeudi prochain. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils en ont pas assez finalement, ces manifestants, d'être mélangés à des casseurs, parce que c'est pas ce qu'ils veulent, eux? Alors eux, non, c'est clairement pas ce qu'ils veulent. Et ils en ont un petit peu marre, certains, de la violence au niveau des syndicats. Alors certains me disent aussi qu'il va falloir passer par d'autres actes que la manifestation. Il va falloir peut-être être un petit peu plus radical parfois, parce qu'ils ont l'impression que ça ne bouge pas et que le dialogue n'est toujours pas établi avec le gouvernement. Sébastien Ménard. Alors moi, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que le référendum d'initiative populaire, c'est peut-être une manière... Partager, c'est peut-être une manière de sortir par le haut de cette situation. Parce que contrairement à ce qu'on peut entendre sur nos antennes, comme sur d'autres antennes, pour moi, il n'y a pas de crise démocratique. Il y a une problématique, un dysfonctionnement démocratique. Mais il n'y a pas de crise démocratique. C'est la démocratie parlementaire, quelque part, qui a appliqué je dirais, la Constitution tordue à l'extrême. Oui, je suis d'accord. Mais c'est en ça qu'il y a la crise démocratique. Mais sauf que quand effectivement on arrive à une telle, c'est plusieurs paliers qui ont été à une telle situation, de consternation, de malaise. On le voit dans nos entreprises. Nous, un certain nombre de nos salariés n'osent pas faire grève. S'ils disent, on a un copain, on a un président sympa, machin, oui, proche de mes syndicalistes, etc. en interne. Mais à la fin de la fin, on sent qu'il y a un malaise. On sent qu'on a... Moi, je pense, très honnêtement, si on avait consulté les Français, il y a plusieurs mois avant toute cette quelque part mascarade politique des deux côtés d'ailleurs, je pense qu'on aurait consulté les Français auraient voulu cette réforme des retraites. Peut-être pas celle-là, peut-être une autre réforme. Là, on a pris le problème par les pieds. On a tout fait à l'envers. Et effectivement, il faut sortir de cette situation. Oui, mais ça fait à plusieurs reprises qu'on a évoqué des sorties par le haut. À force de les louper, je suis d'accord avec Philippe Légère sur le fait de les louper. Attention, Emmanuel Macron n'est pas comme les chats, n'a pas cette vie. On ne peut pas inventer un grand débat tous les jours. Et de toute façon, le niveau de détestation est tel désormais sur sa personne qu'on ne recommencera pas le débat. Il va falloir un petit peu d'imagination. Vous permettez, il faut surtout de la grandeur, quoi. 0826 300 300. Corinne est avec nous de Bayonne. Bonsoir Corinne. Bonsoir Corinne. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Je suis ravie de parler avec vous enfin. Oui, je voulais revenir par rapport à votre discussion. Donc moi
ne manifeste pas parce que je ne peux pas par rapport à mon travail. Ah bon? Par contre, je soutiens la mobilisation, comme beaucoup de gens, et je pense pas. Alors, je pense qu'effectivement, ça va s'arrêter au niveau. Enfin, il y aura moins de monde dans les rues, mais ce qui ne veut pas dire que ça s'essouffle. Je pense pas du tout. En tout cas, il suffit de parler avec les gens. Moi, je fais pas partie d'un milieu. Je suis pas un milieu. Je suis un milieu semi-aisé. Je travaille dans l'immobilier. Enfin voilà. Je suis à Bayonne, au Pays Basque. Donc, qui n'est pas un endroit, on va dire, il n'y a pas il y a pas de gros problèmes, on va dire. Oui, il n'y a pas de déserts médicaux, il n'y a pas, voilà, il y a. Tout va bien, tout va bien. Si, justement, je vais vous dire là où c'est dramatique. Parce qu'effectivement, moi, personnellement, je vais être très honnête avec vous, j'ai une détestation profonde pour Emmanuel Macron parce que j'ai l'impression, c'est la première fois, j'ai 50 ans, que j'ai un président de la République qui gouverne contre nous. Et ça, j'avais jamais eu ce sentiment. Et je suis pas de gauche. J'ai plutôt voté à droite tout au long de ma vie. J'ai changé il y a pas très longtemps parce que bon, j'étais un peu déçue de la droite, mais bon, je me retrouve pas forcément à gauche. Voilà, mais franchement, là, j'en suis au point. Je vais vous dire clairement, j'ai envie de partir de France, vraiment. Ça m'était jamais arrivé. Oui. Ah mais vraiment. Tellement vous sentez la dureté, en fait, le caractère inflexible d'Emmanuel Macron. C'est la déception. Qu'est-ce qu'on nous propose là? Moi, je vois pas la lumière au bout du tunnel. Très honnêtement. Ça serait, pardonnez-moi, ça serait pour aller où? Portugal, Espagne, parce que ça a l'air. Bon, je connais pas, voilà, mais bon, enfin, moi, je suis pas loin, je suis à 2 heures d'avion, etc. Mais en fait, je suis plus attirée. En fait, j'ai l'impression, comment vous dire ça, d'une bienveillance. En fait, c'est ça qui. Moi, j'ai ce sentiment-là qu'on gouverne contre nous, qu'en fait, on nous écoute pas. Restez avec nous. Vous n'avez jamais éprouvé ce sentiment avec d'autres présidents? Pas du tout, jamais. Jamais. Et pourtant, Monsieur Sarkozy, bon, il n'a pas été hyper. Mais vraiment, si vous voulez, moi, avec les Gilets jaunes, j'ai découvert vraiment des choses horribles. Alors sur les réseaux sociaux, etc. Mais voilà, après, je critique pas la police et tout, mais j'ai vu vraiment des images qui m'ont traumatisée. Mais vraiment, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vais pas manifester. Je vous le dis très honnêtement, j'ai peur d'aller manifester. J'ai très peur. Parce que j'ai pas envie. Et nous, à Biarritz, en plus, on a eu, pendant les Gilets jaunes, pourtant Biarritz, on est protégé, entre parenthèses, on va dire ça. Il y a quand même une gamine de 18 ans qui a pris un flashball dans la bouche. Elle en est à sa 25e opération. Ben voilà. Donc, et il y a eu trop de. Et en fait, vraiment, il répond par la violence. Et ça, c'est pas possible. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. C'est très intéressant le témoignage de Corinne parce qu'il y a quelque chose confusément qui monte que nous ne voulons pas nous avouer, moi-même la première, parce que je suis très, comment dirais-je, je suis très critique d'Emmanuel Macron, de sa façon de gouverner, mais je n'ai jamais fait à Emmanuel Macron le procès d'illégitimité. En revanche, c'est la première fois que j'ai une vraie inquiétude sur la dérive autoritariste du centre autoritaire de ce président. Et je ne plaisante absolument pas quand je vois Gérald Darmanin capable de dire ce qu'il dit sur la Ligue des droits de l'homme, quand je vois l'attitude personnelle d'Emmanuel Macron, quand je vois la façon dont l'ordre a été géré, c'est la première fois que je me moquais toujours de mes copains qui disent ouais, c'est un fasciste, c'est un dictateur. Non, non, je ne dis pas ça. Mais je sens une dérive autocratique, autoritaire, que je trouve extrêmement dangereuse. Le centre autoritaire existe. Il existe le centre autoritaire. Mais j'ai envie de dire, moi je la déplore. Je déplore toute forme de violence des deux côtés, je dirais de la matraque. Entre guillemets. Et tu sens pas qu'il a changé ton copain, pardon. Je dis simplement que aujourd'hui, la rue est autoritaire. La violence, elle n'est pas que dans les mots des uns et des autres. Notre société est violente, nos gamins sont violents. Vous parlez de Biarritz, madame. Moi, je suis élu de Biarritz. Mais enfin, ce qui s'est passé à Saint-Jean-de-Luz, quand vous avez un adolescent qui poignarde sa prof d'anglais, dans une contrée particulièrement calme, dans un établissement privé catholique, bon, c'est toute la société qui est comme ça. Donc, j'ai envie de dire qu'on a une rue qui est à l'image de la société, on a une société qui est à l'image de la rue, et puis on a les politiques qu'on mérite aussi. Est-ce que tu as pas le sentiment? Non, mais allons-y, parce que vous êtes un proche d'Emmanuel Macron, et moi, je pose la question comme, je
pense que Corinne la poserait. Je pense qu'il y a quelque chose d'inquiétant dans la dégradation du temps, de la façon de gouverner d'Emmanuel Macron. Moi, je le dis vraiment, c'est inquiétant. Je trouve qu'il y a des postures de plus en plus inquiétantes de son entourage, de ses représentants politiques. Est-ce que tu es d'accord ou pas avec ça? Le paradoxe, c'est qu'on a une démocratie qui est formellement respectée et pourtant on a un sentiment de malaise. C'est ça. Est-ce que vous avez le sentiment, Corinne, les vraies voix, que Macron 2 est différent de Macron 1? Je parle en termes de quinquennat, en termes de comportement. Vous avez raison. Non, mais je vous pose la question. Moi, je n'ai pas raison. Je vous pose la question. Corinne, qu'est-ce que vous en pensez? Corinne n'était pas là. Je voudrais répondre par rapport. Je suis d'accord avec le monsieur qui disait que notre pays est devenu violent, parce que ça, et même à Bayonne, on a eu un chauffeur de bus qui est mort parce que il a fait. Enfin, vous vous rappelez de ça? Mais alors, je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qu'il propose Macron pour ça? Qu'est-ce qu'il propose exactement? Enfin, moi, j'ai pas vu de solution. On est que mon compagnon est prof. Vous avez une idée? Enfin, moi, ce qui me désole, mais vraiment, j'aime profondément mon pays. Je vous jure, hein. Je suis plutôt patriote vraiment. Mais là, je me dis, qu'est-ce qu'il nous propose en fait? Vous avez vu l'état de l'hôpital? Moi, j'ai eu affaire à l'hôpital et pourtant on est à Bayonne. Hein. J'ai eu affaire à une clinique privée, un médecin. Pour je sais pas combien de patients, enfin ils sont débordés, ils sont à bout de souffle. Mais vous avez alors je connais bien l'établissement de Bayonne, vous avez parfaitement raison, mais vous citiez tout à l'heure 2 pays, notamment un pays transfrontalier. Je vous encourage madame à aller visiter les hôpitaux de l'autre côté de la frontière, côté espagnol. Je dis pas vous ça. allez voir. Alors c'est vrai, c'est faux. Attendez, attention. Je ne dis pas que l'herbe est plus verte ailleurs. J'ai 50 ans, j'ai pas cette lubie-là, mais en fait, moi, ce qui me manque, sincèrement, parce que on est excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, on est dans la merde, mais au lieu de se soutenir tous ensemble en disant, on va tout faire, parce que le Covid, la guerre, etc., au lieu de se dire, on va tout faire, on va tous en sortir ensemble, moi, j'ai l'impression que, là, en fait, pour une fois, vous savez, vous disiez par rapport aux violences, la rue est dehors. En fait, c'est que la rue a décidé de ne plus se laisser faire. C'est juste ça. On a décidé que c'était fini, qu'on allait arrêter de baisser la tête et de dire « Oh, tu veux faire passer des 49.3 ?» Bah, pas de problème. 2 ans de plus, mais pas de problème. Mais nous encadre pendant qu'il y ait... Enfin, il y a un moment, il faut nous respecter aussi, quoi. Moi, j'ai vraiment ce sentiment, comme tout le monde, de ne pas être respecté. Merci. Et je voulais juste faire une petite parenthèse. Je voulais vraiment dire merci à Françoise Degois, parce que franchement, à chaque fois que je l'écoute, c'est un bonheur. Je suis pas une NUPES à fond et tout. Mais enfin, Corinne, elle remet un peu de nuance dans le débat parce que j'en peux plus d'entendre. On vous l'envoie pour Noël. On vous l'envoie pour Noël. Vous avez dit combien, Corinne? Je serais ravie de la rencontrer. Mais je suis pas très loin. Franchement, elle va tenir un meeting à Bayonne, ne vous inquiétez pas. Sachez que, chère Corinne, on a de la chance de l'avoir Françoise Degois aussi avec nous. Non, c'est trop. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité. Et Sébastien Ménard, non? Et aussi Sébastien Ménard. C'est pas le même niveau. C'est vrai, je suis en apprentissage. Merci beaucoup, Corinne, de votre ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. témoignage. Merci beaucoup et merci surtout à nos envoyés spéciaux qui prennent un peu de risque quand même aussi. Vous le savez, Lionel Maillet qui était avec nous à Marseille et Clément Arion qui était à Paris dans la manif. Merci beaucoup de ce travail formidable des équipes de Sud Radio sur le terrain et merci de tous vos messages. Et puis bien sûr qu'on aime Françoise Degois, bien sûr qu'on aime Philippe Bilger, bien sûr qu'on aime Sébastien Ménard et bien sûr qu'on aime toutes les personnes qui s'expriment chez nous. Ça continue, 0826 300 300, vous avez envie de réagir sur cette émission, on vous accueille avec joie dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci d'être avec nous. C'est le retour des vraies voix, les amis. Philippe Bilger est avec nous. Françoise Degois. La sexualité des gens, le micro est ouvert. Bravo Philippe. Non mais c'est passionnant. Non mais on est revenu. On est revenu et parfois on entend des offres qu'on ne devrait pas entendre. J'adore le petit regard égrillard de Philippe Bilger. Jamais égrillard. Vous confondez, ma chère. Non, il est jamais égrillard. Vous êtes malicieux. Est-ce que vous avez déjà regardé les yeux de Philippe Bilger? C'est un gamin. Les amis, on a 2 minutes 20. Il nous reste 2 minutes là. Oui. J'essaye de parler depuis tout à l'heure, mais ça ne fonctionne pas. Rémi Mességuet est avec nous. Pardon, Rémi. Bonsoir Rémi. Bonsoir Rémi. Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile, bonsoir à toutes les équipes. Vous êtes avec le TFC, le Toulouse Football Club, qui va jouer un match historique pour lui, mais également pour son adversaire, Annecy, pour une place en finale de Coupe de France. Ce serait la 2e du TFC depuis 1957. Ils avaient été en finale, ils avaient gagné, et ce serait vraiment la première pour Annecy. Quelle est l'ambiance?
L'ambiance, elle est bizarre parce que pour l'instant, le Parc des Sports d'Annecy n'a pas ouvert ses portes à 2h du coup d'envoi. Mais par contre, il y a des queues de supporters devant le stade. C'est impressionnant. On sent dans la ville, on se promène. Il y a des drapeaux tous avec le FC Annecy. Les bus de supporters du Toulouse Football Club qui sont partis du stadium ce matin autour de 7h ne sont pas encore arrivés. Ils ont été récupérés au péage à la sortie de l'autoroute et on les attend. Ils devraient faire leur entrée sous bonne escorte. 760 Toulousains seront officiellement dans les tribunes ce soir à Annecy. C'est pas une manifestation. Non, c'est pas une manifestation. Oui, c'est bien des supporters, exactement. Après, avoir la manifestation de joie, on l'espère pour les supporters toulousains à la fin du match. Voilà, c'est Toulouse-Annecy, 20h45. Pour l'histoire, parce que le Toulouse Football Club n'a jamais été au Stade de France pour une finale et il aimerait rejoindre l'enceinte dionysienne. Sébastien Ménard. Bon, parce que je suis un mec sympa, je viens de demander à Françoise d'envoyer à son copain gardien gréviste de vous ouvrir le stade. J'ai une question, Rémi, parce qu'on est toujours nous sous les étiages, Parc des Princes, Camp Nou, etc. Il y a combien de places au stade d'Annecy en fait? 15 000, entre 15 et 16 000. Ah, quand même, c'est pas mal. C'est une équipe de Ligue 2. Hein. Oui, non, mais c'est quand même déjà. C'est un joli réceptacle. Oh là là, ça donne envie. L'ambiance, c'est bon enfant. L'ambiance est très bon enfant. L'ambiance est très bon enfant. Et c'est pour Annecy, c'est un match historique parce qu'un club de Ligue 2 qui va en finale, ça arrive quand même pas tous les ans. Alors qu'ils se battent pour pas descendre en national d'ailleurs. Oui, c'est un peu comme Nantes aussi qui a gagné la saison. C'est la magie de la Coupe de France. Quel but, Pierre. Oui, mais ce qu'il faut souligner, on espère qu'on ne sera pas des oiseaux de mauvais augure pour le Toulouse Football Club, c'est que la dernière demi-finale qu'ils avaient jouée en 2009, c'était déjà face à une équipe de Ligue 2 et ils avaient perdu. Face à Guingamp au stadium. Est-ce qu'on peut faire le pronostic là? Vous dites combien vous, Philippe, David? Allez, je dis 2-1 pour le TEF. Ouais. Moi je dis 2-1 pour le TFC aussi. Oui. Philippe Bilger. Moi, je dis. Vous êtes pour Annecy avec votre femme? Pour Annecy, 1-0 pour Annecy. Sébastien? Non, 1-0 pour Toulouse. 1-0 pour Toulouse. Moi, je suis comme Philippe Bilger. Je dis 1-0 pour Annecy. Et vous, Rémi? Moi, j'aimerais que ça soit le TFC. Moi, j'ai pas envie de me mouiller. Séance de tir au but. Séance de tir au but et on verra bien qui est le gagnant. Séance de tir au but, donc 0-0 ou 1-1 et après on verra bien au tir au but. Je dis le TFC, mais même si je pense à Annecy. Je me permets de faire une bise à mon fils et sa chérie qui sont parmi les 760 supporters toulousains. Et avec Philippe Bilger, on adore les tirs au but. Donc voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup et bon match, surtout Rémi Mességuet. On embrasse bien sûr le TFC et TFC. Mais je vous chante un chant de supporter du TEF? Non. Ah bon? Parce qu'on n'a pas le temps. J'ai supporté pendant des années. Et Annecy, bien entendu. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci Sébastien Ménard. Merci de nous avoir encore régalé aujourd'hui. Dans un instant, on va parler automobile. Il y a pas mal de choses à dire. Aussi, on parlera des écoles de conduite, on parlera des zones à faible émission. Ça continue à créer pas mal de problèmes. Et on parlera d'une société qui s'appelle Watt, qui crée et fabrique, enfin pas fabrique, en tout cas qui met en place des bornes électriques. À tout de suite.